Chaque soir, la nuit nous engloutit et réveille nos angoisses. Les habitants de la jungle s'expriment. Certains presque identifiables. D'autres aux voix plus inquiétantes. La moindre feuille qui tombe, la moindre branche qui craque, se métamorphose dans notre esprit en éléphant ou en panthère. L'eau sombre, la forêt mystérieuse, la nuit profonde, et peut-être surtout l'humain, imprévisible, nous font peur. Que faisons-nous ici, loin de là où nous avons grandi ? L'aube signe notre délivrance. Nous retrouvons notre rivière du fin fond du Gabon, 2 têtes d'épingle au milieu d'une immensité de tissu vert. Voilà 8 jours que nous avons quitté le monde des humains. Pour certains, c'est énorme, pour d'autres, ce n'est rien. Le Gabon, pays de la forêt, du soleil et de l'océan. C'est un des rares pays de la ceinture équatoriale dont la forêt originelle n'a pas encore été trop détruite par l'humain, bien souvent convertie en désert de palmiers à huile, de cacaoyers ou d'EVA, pour alimenter principalement les pays du Nord. Ces territoires abritent encore de belles populations de grands mammifères sauvages, comme les éléphants ou les gorilles. On se demande si ces lieux n'auraient pas été, et ne pourraient pas être encore, des environnements où l'humain pourrait vivre en équilibre avec les autres espèces. Nous plongeons dans cette jungle immense malgré nos peurs dues à notre ignorance du milieu et à notre désadaptation physique et mentale. Tout autour de nous, les êtres immobiles nous observent, présents depuis des millions d'années, incapables de se défendre contre l'acier tranchant. Le développement de l'humain technologique va trop vite pour eux. La première épreuve est le trajet en taxi-brousse de Libreville sur la côte à Makoko en pleine jungle. Une bonne dizaine d'heures entassées dans une camionnette qui sillonne le pays sur des routes chaotiques. Une fois sur place, nous retrouvons Roger, un guide du coin qui connaît bien la jungle pour y avoir accompagné des expéditions, parfois pendant plusieurs mois. Nous partons en forêt avec lui et Anatole pour 3 jours. L'idée est de nous familiariser avec le milieu, apprendre à faire attention aux animaux sauvages comme les éléphants, panthères et autres. Étudier les lieux pour installer un camp en sécurité, allumer du feu dans des conditions humides et marcher en forêt. Ce sera aussi l'occasion de découvrir un peu leur quotidien en brousse. Peut-être aurons-nous aussi la chance d'observer des animaux comme des gorilles, des chimpanzés ou des éléphants. Le trajet en pirogue nous éloigne de la ville d'une 30aine de kilomètres. La jungle est là, toute proche. Ce décor est celui dans lequel nous allons bientôt vivre 2 à 3 semaines, seuls, après ces quelques jours d'initiation. Nous trouvons le calme de la forêt et notre lieu de bivouac pour 3 nuits. Curieux de découvrir une technique pygmée pour allumer le feu avec du bois humide, nous avons la surprise d'apprendre que le plus simple est d'enflammer un bout de plastique. Les temps changent, l'humain s'adapte. Première immersion dans la jungle. La forêt, ici, c'est comme chez soi. Quand on arrive, on se déchausse et on marche pieds nus. Étonnamment, le sol est plutôt moelleux avec cette épaisse couche de feuilles. La végétation n'est généralement pas épineuse et on peut imiter les sangliers sans rester accroché. L'air est lourd. Pas encore bien acclimaté, nos organismes souffrent. Dans cette forêt dense, on ne voit pas bien loin. Pour chercher ou au contraire éviter des animaux, nous écoutons attentivement. Ici, une colonne de fourmis maniant. Là, des empreintes d'éléphants. Anatole et Roger profitent d'être ici pour cueillir des feuilles aromatiques qu'ils pourront utiliser ou revendre plus tard. D'une écorce d'arbre, on fabrique une pagaie. D'une tige, on extrait de quoi faire des liens pour attacher des pierres et lester un filet de pêche. De la rivière, on prélève des poissons pour se nourrir, s'il en reste. La nature fournit ce dont nous avons besoin, pour peu que nous ne soyons pas trop exigeants.
Regarde, tu vois les ronds? Nous parcourons ces paysages étonnants à la recherche d'emplacements pour poser les filets. Est-ce que la belle gars a bien gagné un peu? Non. C'est un mourant. Non. En cette fin de journée, la rivière est calme. Seul le mouvement de la pagaie fait onduler la surface de l'eau et son bruit signe la présence d'humains par ici. Après 3 nuits dans la jungle, il est temps de relever les derniers filets, vides, et de rentrer à la force des bras jusqu'à Makoku. De là commencera la véritable aventure. Lors de la dernière nuit, nous avons entendu nos guides bien agités. À ma demande, Roger me révèle qu'une panthère s'est risquée tout près de leur moustiquaire, probablement affamée du fait du manque de gibier, car le secteur est trop chassé. Alors qu'on s'était presque convaincu que les panthères ne s'approchent pas des camps, cet événement détruit notre certitude et amplifie notre inquiétude pour la suite. C'est à toute allure que nous traversons la brousse de Makoku à Mekambo. Mekambo, latitude 0. Petit clin d'œil à Mike Horn, passé par ici en l'an 2000. Nous partons à l'aube, après une courte nuit, de peur de se faire stopper par on ne sait quelle autorité. La tension est élevée et l'accès à la rivière incertain. Un villageois arrive, fusil et hachoir à la main. Ouf, c'est le maître d'école croisé la veille. Mais nous ne sommes pas sereins. Et visiblement, lui non plus. On y est, au bord de l'eau. C'est un départ un petit peu particulier. Il y a les nénuphars qui nous accueillent, alors c'est bon. C'est de bonne augure. Nous chargeons les kayaks le plus rapidement possible en se faisant dévorer par des fourmis et on file dans l'inconnu. Après un départ bien matinal dans le stress, plusieurs tentatives d'accès à la rivière plus ou moins pourries, nous voilà juste au bord de la rivière, après avoir traversé des zones marécageuses un petit peu, des zones inondées par la rivière. C'est parti, 230 km pour rejoindre Makoku. On espère que tout va bien se passer. Un petit mot, Marjolaine ? Non, moi je crois que tu as tout dit, à part que l'accès, la zone qu'on vient de traverser était magnifique, au milieu des arbres, des racines et des palmiers. C'était sublime. Et là, on est content d'être arrivé à la rivière. On va essayer de vite avancer pour pas trop qu'il y ait de gens qui nous embêtent. Genre le gendarme du coin qui n'a pas l'air hyper docile. Voilà. Là, il n'y a plus que les bruits de la jungle qui nous accompagnent. C'est ça. On va essayer d'être discret et puis d'avancer un peu. Lors de la préparation de l'expédition, nous avions appris que sur les petites rivières, des arbres peuvent barrer le passage. Nous avions donc prévu de passer dessus, de se faufiler dessous, ou de les contourner par la berge. Avec nos packrafts légers, c'est facile. Pas besoin de transporter de tronçonneuses. Régulièrement, nous franchissons ces obstacles et récupérons à ces occasions quelques fourmis et autres insectes clandestins, plus ou moins agressifs. Limbo! Ils peuvent nous laisser des mémangeaisons, parfois intenses. Ouais, quand je veux. Arrive. Petit casse-croûte, et on prend des forces avant de tailler l'arbre pour passer. Parce que là, il est bien en travers. Le cours d'eau étant par moments complètement bloqué, et la berge n'existant pas sur la partie haute de la rivière en cette saison, nous cherchons fréquemment une entrée et un chemin dans le labyrinthe de la forêt inondée.
Puis viennent les difficultés non envisagées. Dès le premier jour, nous faisons régulièrement face à des zones où des herbes aquatiques envahissent la rivière. Saleté d'herbe bien haute, c'est vraiment chaud. J'espère que ça passe plus loin, mais c'est pas gagné. Par endroits, un petit sillon tracé par des pirogues laisse un passage. Ça fait quoi de pagayer dans la végétation plutôt que dans l'eau? Pas forcément très agréable. Un de plus, un de moins. Parfois, le lit est complètement obstrué. Nous devons faire marche arrière pour trouver un passage secret dans la forêt inondée. Il faut repérer la branche coupée à la machette par des pêcheurs, farfouiller dans les différentes possibilités. Espérons qu'il n'y ait pas trop de trucs comme ça, voire des machins plus bloqués. Si à chaque fois le lit de la rivière il est comme ça, putain, et ça se continue un peu. Tant que c'est pas long et que ça passe, ça va, mais si ça passe plus, on va être dans la merde. Malgré l'amusement que cela nous procure, nous sommes aussi inquiets. Et si ces herbes étaient présentes sur l'intégralité de la rivière? Et si les pêcheurs de Mékambo ne faisaient que quelques kilomètres en aval? Comment ferions-nous pour rejoindre Makoku à 230 km? Marche arrière? Traverser à pied de 20 km de jungle pour rejoindre la piste? Nous nous engageons vers l'avant et l'inconnu. S'ajoute à cela la difficulté de trouver un endroit pour le bivouac. Le doute s'installe. Je n'avais pas prévu qu'on galère. Ce n'était pas l'idée, et Marjolaine risque de me tirer les oreilles. Au fil de l'eau, nous découvrons des traces de vie humaine. Depuis le second jour, les camps se font plus réguliers, signe que des humains viennent s'installer au bord de la rivière. Certains semblent occupés, d'autres abandonnés. L'architecture est efficace, faite de matériaux de la forêt et adaptée à un milieu à la fois humide et infesté de fourmis. Il ne reste plus qu'à poser des feuilles fraîches ou une bâche, éventuellement une moustiquaire, et le confort est là. Aucun déchet naturel n'est visible. Tous sont rapidement recyclés. Mais régulièrement, on retrouve la pile pour la lumière et le sacro-malsain sac en plastique, biodégradable paraît-il. Puis, après plusieurs jours, viennent les rares rencontres avec les habitants ponctuels des camps. Ils s'installent en famille pour 1 ou 2 mois, pêchent, font sécher le poisson et rentrent à la ville pour le vendre sur les marchés. Malgré les conditions de vie difficiles et des techniques simples, la ressource semble s'appauvrir. Est-ce dû à une surexploitation? Bonjour. Quelle solution pour vivre en équilibre avec notre milieu, ici et chez nous? La recherche d'équilibre ne devrait-elle pas être la priorité de l'humain plutôt qu'une fuite perpétuelle dans la croyance qu'une technologie future pourrait nous sauver? Nous discutons avec Philippe, exilé dans la brousse pour survivre, sans retraite. Le pauvre petit bouillon que je veux faire là, c'est compliqué. Il faut aller couper encore du bois pour chauffer un peu du poisson. C'est dur. Pourtant, il a des bras, des jambes, une tête, un cœur, comme nous. Pourquoi tous les humains n'ont-ils pas tous les mêmes droits? Chacun doit-il lutter dans son coin? Nous sommes profondément touchés par cette rencontre. Que pouvons-nous faire pour rétablir cette égalité entre les humains? Cet équilibre entre les humains et la nature? Il nous semble que le changement doit commencer en chacun de nous, dans notre rapport à l'autre, à la nature, dans nos choix de consommation, dans nos choix politiques et dans la lutte contre nos peurs. Chaque jour, c'est presque la même routine. Au lever, réactiver le feu et se faire enfumer. Préparer une tisane antipaludique, filtrer de l'eau pour la journée, préparer les sacs et mettre les bateaux à l'eau. Puis, reprendre le fil de l'aventure. Première nuit en forêt.
bien stressante, comme prévu. C'est pas Marjolaine? La panthère nouante. Mais là, part pour le deuxième jour. Deuxième jour sur 15-20 jours. Et puis on verra. On verra combien on tient. Parfois, l'orage nous force à anticiper la pause déjeuner. Petite pause de midi. L'orage gronde. La pluie est là. Semoule de couscous avec de l'huile, du sel et aujourd'hui du poivre. On attend que la pluie passe. Je fais une petite manucure tranquille là. Et puis on a une petite pensée pour vous là dans vos canapés. Ça doit pas être facile. Allez, courage. Puis vient le moment de trouver où s'installer pour la nuit. À la recherche de la terre ferme pour le campement. On se faufile dans la forêt inondée. On guette les camps de pêcheurs, ça nous évitera de devoir défricher un petit coin de forêt. On arrive à un campement. On ne sait pas encore s'il y a du monde ou s'il n'y a personne et si on va dormir là ou pas. Un peu de ménage avec la machette serpette ou avec la machette balayette. Et des goûters, encore des goûters. Un peu de détente hors d'atteinte des fourmis quand c'est possible. Parfois, une douche ou une lessive. Ramasser du bois presque sec et de nouveau essayer de faire un feu. Il nous servira à préparer les repas et à éloigner les fauves. Morgan, ça a l'air beaucoup moins pénible qu'hier là pour faire du feu. C'est mieux passé là, 2 coups de briquet plutôt que tout un briquet pour l'autre jour. Quand vient la nuit, nous ne traînons pas au coin du feu. Il y fait tellement chaud. Nous remettons du bois et nous gagnons la tente qui fait office de sauna. Au milieu de la nuit, nous essayons de nous relever pour alimenter le feu. C'est le moment que préfèrent les moustiques pour nous dévorer. Nous préférons que ce soit eux plutôt que la panthère. Nous nous sentons vulnérables, un peu comme n'importe quel animal ou comme les humains ayant vécu ou vivant encore dans des milieux hostiles. C'est à la fois inquiétant et agréable. Nous avons l'impression de nous trouver un peu plus en équilibre avec notre environnement, comme si nous étions plus respectueux en acceptant cette fragilité. Hormis l'espèce humaine, des dizaines de milliers d'autres espèces, animales ou végétales, fongiques, bactériennes ou virales, vivent en interdépendance dans ce biotope. Quelques-unes essayent de nous dévorer pour survivre. Nous les envahissons presque toutes, pas toujours pour survivre. Certaines espèces nous enthousiasment généralement plus que d'autres. Les mammifères, les plus proches génétiquement de nous. Est-ce notre instinct de chasseur qui nous excite en les voyant? Est-ce la satisfaction d'un besoin de diversité, de ne pas nous sentir la seule espèce sur Terre? Dans ce cas, pourquoi ne pas plus les respecter? Après avoir vu 2-3 singes là dans les arbres sauter et tout, on vient d'entendre un énorme bruit dans les herbes là-bas. Grosse bête qui s'est barrée. Là, ça palpite et tout. Je sais pas trop si c'était des éléphants
ou un buffle ou quelque chose comme ça, mais c'était assez gros. Ambiance. La végétation qui pousse sur les berges ensoleillées est dense. Le plus gros animal y disparaît après 2 pas. Un barrissement, signe d'un éléphant tout proche. Des éclaboussures provoquées par la fuite d'une antilope. Des cris de singes alertant leurs congénères à notre approche. Les animaux fuient l'humain. Nous nous émerveillons de voir la moindre touffe de poils ou de plumes, même de très loin. Nous nous sentons sur une terre vivante, non aseptisée. On remonte un petit bras de rivière. Ah, il y a un petit singe dans l'arbre. Continue. Ah ouais. Plusieurs, une petite famille de singes. Difficile à prendre en photo. Déjà à voir, c'est pas facile. L'humain rêve de trouver la vie ailleurs dans l'univers, mais la vie est partout autour de nous. Nous ne sommes pas seuls. On a entendu un gros bruit là, un peu comme un barrissement. Puis du coup on aimerait bien voir un éléphant, alors on va doucement et on regarde. Dans ces forêts équatoriales immenses, il existe quelques rares clairières, appelées bailles en langue pygmée. Elles sont pour certaines réputées pour la possibilité d'y observer parfois des hordes d'éléphants, de buffles, de gorilles, entre autres. Nous avons repéré sur les images satellites un de ces bailles, petit et tout près de notre rivière. Nous aimerions y faire un tour, sait-on jamais. Il faut espérer que ce bail soit facilement accessible à pied depuis notre futur campement. À l'approche de la zone, nous scrutons du regard les berges à la recherche d'un camp, ou du moins d'un accès. Nous pénétrons dans les dédales de la forêt inondée et nous trouvons l'endroit idéal pour le camp, au pied de grands arbres, à quelques centaines de mètres du bail. Nous attendons le matin suivant pour partir explorer. Alors Marjolaine, où est-ce qu'on va ? On va dans un bail, c'est comme un genre de clairière au milieu de la forêt. C'est un espace où il n'y a pas d'arbres en fait. Mais sauf qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner parce que, a priori, d'après la courbe de niveau, c'est plus bas que là où on est en ce moment, ce qui fait que ce sera peut-être inondé. Voilà. On espère voir des animaux. On espère toujours. Après avoir perdu la machette dans la rivière en coupant des branches bloquant le passage, nous allons avoir des difficultés pour nous frayer un chemin. Marjolaine, pisteuse pygmée. On approche de la clairière. Mais on ne sait pas si on va pouvoir passer à travers le rideau. Juste à la sortie. On va voir. Nous voilà au bord du bail. La grande clairière. On est tellement discret que tous les animaux se sont barrés. L'endroit est surprenant. Cela fait 11 jours que nous n'avons pas vu si loin. Nous rentrons bredouilles d'une observation animale, mais heureux d'avoir vu cet endroit si particulier, d'avoir fantasmé sur ce que nous aurions pu y trouver. Comme bien souvent, le plaisir est avant tout dans le chemin, plutôt que dans l'objectif, qui n'est que la cerise sur le gâteau. C'est le gâteau qui nous nourrit, pas la cerise. Dernier jour, voire dernière minute sur la Zadier. Et on arrive à la confluence avec les Vigneaux, juste là-bas derrière. Ça marque la
fin un peu du périple, avec les 30 derniers kilomètres avant d'arriver à la ville de Makoku. La grosse rivière qui nous ramène à Makoku. Ça va nous changer d'ampleur un peu là, la rivière elle faisait maximum 20-40 mètres de large et là on va arriver à 200-300 mètres de large. Sans courant. Avec peu de courant mais comme d'habitude. On va pégayer. Allez. En route vers la ville. C'est la mer, c'est la mer. Voilà, nous avons pris pied sur le territoire de Makoku. Accueillis par Dieu, c'est merveilleux. Avec la lumière de fin de journée. Retour à la ville. La musique, les poulets, les téléphones portables, les voitures et le restaurant. Allons-y. Je arrive même pas. Actuellement, cette jungle s'étend à perte de vue, mais pour combien de temps? En se regroupant en villages, en villes, de plus en plus loin du contact permanent avec la nature, on en oublie son fonctionnement, son équilibre. On la détruit rarement par envie, plutôt par ignorance et par inconscience. Est-on capable de respecter les millions d'autres espèces vivantes qui ont la même valeur et les mêmes droits fondamentaux que l'humain? Ne pas les coloniser comme s'ils étaient des êtres inférieurs. Eux aussi sont des terriens. Comment y parvenir? Accepter que nous ne sommes pas tout-puissants? Savoir rendre leurs espaces de vie ainsi que toutes les composantes nécessaires à leur épanouissement naturel? Se demander si ce que nous avons acquis l'a été respectueusement? Et est-ce que cela nous est fondamentalement nécessaire? Les tendances colonisatrices et guerrières de l'humain ne sont-elles pas celles qui nous amènent à toujours répéter les mêmes erreurs? N'y a-t-il pas d'autre voie pour le bien de tous les terriens? Quelle est notre marge de manœuvre pour vivre heureux, sans compromis sur le respect des autres espèces? N'écoutons pas nos peurs, écoutons notre cœur.